đây phát triển như vũ bão, và các nhà khoa học đỉnh cao do chuyên môn hóa rất là sâu nên cũng có rất nhiều những xa cách đối với công chúng, và họ cũng rất cô đơn ở cái biên giới của khoa học như vậy, và họ muốn viết những cuốn sách phổ biến khoa học để chia sẻ cái nỗi cô đơn của mình, cũng như là những trăn trở, những ý tưởng, những suy nghĩ của họ cho công chúng để biết những cái công việc của họ. Và công chúng thì cũng được hưởng lợi rất lớn từ khoa học, có một cuộc sống hiện đại hết sức là tiện nghi, và họ cũng muốn biết cuộc sống của các nhà khoa học cũng như những công việc của họ đã làm như thế nào. Vì vậy cái nhu cầu hiểu biết những vấn đề khoa học hiện đại là rất lớn. Chính vì vậy nhà xuất bản trẻ cùng với nhóm 3 người bạn là nhà vật lý y học Vũ Công Lập, nhà vật lý Nguyễn Văn Liễn và nhà vật lý dịch giả Phạm Văn Thiều đã cùng với nhà xuất bản trẻ thành lập tủ sách khoa học và khám phá để dịch và truyền bá những tác phẩm bestseller của các nhà khoa học vừa là khoa học đỉnh cao, vừa có tài năng văn chương, truyền tải được những vấn đề khoa học rất phức tạp thành những cuốn sách mà những bạn đọc thông thường có thể hiểu được. Và trong số những tác giả đó, giáo sư Trịnh Xuân Thoại nổi lên là một nhà viết sách phổ biến khoa học nổi tiếng. Công chúng hâm mộ ông trên toàn thế giới, đặc biệt ở Pháp và ở Việt Nam. Trước khi vào bắt đầu chương trình giao lưu với giáo sư Trịnh Xuân Thoại, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư nhà vật lý thiên văn, nhà văn khoa học Trịnh Xuân Thoại. Nhà vật lý dịch giả Nguyễn Văn Liễn, thành viên nhóm biên tập tủ sách khoa học và khám phá. Nhà vật lý hy sinh dịch giả Vũ Công Lập, trong thành viên đại diện cho nhà xuất bản trẻ, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Lan. Về phía viện Pháp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Tổng lãnh sự Pháp Emmanuel Di Batalan. Dự buổi giao lưu ngày hôm nay có nhiều các anh chị phóng viên của các đài báo trung ương và thành phố, và đặc biệt là đông đảo các bạn đọc của nhà xuất bản trẻ cũng như các fan hâm mộ của tủ sách khoa học và khám phá có mặt rất đông đảo ngày hôm nay ở đây. Trước khi bắt đầu vào chương trình giao lưu với giáo sư Trịnh Xuân Thoại, để các bạn hình dung rõ con đường của một nhà khoa học nổi tiếng về vật lý thiên văn chuyển sang viết những cuốn sách rất nổi tiếng về phổ biến khoa học là giáo sư Trịnh Xuân Thoại, chúng tôi xin có một cái trình bày tóm tắt về tiểu sử cũng như những cái thành công, những thành tựu của ông trong lĩnh vực khoa học cũng như trong lĩnh vực viết sách và khoa học. Giáo sư Trịnh Xuân Thoại sinh năm 1948 tại Hà Nội. Sau đó cùng với gia đình ông chuyển vào miền Nam học một thời gian trường Y F Xanh trên Đà Lạt, và sau đó chuyển về Sài Gòn và học cuối cùng ở trường trung học Jean-Jacques Rousseau. Ông Trịnh Xuân Thoại đã tốt nghiệp tú tài năm 1966, xuất sắc cả về khoa học tự nhiên như toán lý và cả khoa học xã hội, đặc biệt là văn học và triết học. Nhưng vào năm 1966, do những trục trặc về mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam Cộng Hòa, cho nên giáo sư Trịnh Xuân Thoại không thể du học đến Pháp theo ý nguyện của mình, mà phải tới học ở trường Đại học Bách khoa Lausanne, Thụy Sĩ. Một năm học ở đó, giáo sư Thoại phát hiện ra rằng mình không phù hợp với cái nghề kỹ sư, kỹ thuật, mà phù hợp với những nghiên cứu về khoa học cơ bản. Cho nên ông đã xin thi tại chỗ vào 3 trường đại học danh giá của Mỹ, đó là Princeton, MIT tức là Học viện Công nghệ Massachusetts và Học viện Công nghệ California, gọi tắt là Caltech. Và cả 3 trường đó
ông đều được chấp nhận và có học bổng toàn phần. Nhưng ông Trịnh Xuân Thuận đã chọn Caltech bởi vì ở đó khí hậu ấm áp tương đối giống như ở Việt Nam, nhưng quan trọng là có nhiều giáo sư giỏi, trong đó có những giáo sư vật lý nổi tiếng như ở Richard Feynman, hoặc là nơi mà cái hình bóng của ông nhà vật lý thiên văn vĩ đại Hubble vẫn còn bao trùm trên campus của cái trường California. Sau khi tốt nghiệp Caltech, giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã đến làm luận văn tiến sĩ tại Đại học Princeton, và sau đó ông về giảng dạy về vật lý thiên văn ở trường Đại học Virginia, Hoa Kỳ. Và tại đây ai cũng biết là ông đã đọc một cái giáo trình hay là bài giảng có tên là Thiên văn học cho các nhà thơ. Ấy là nói một cách hình ảnh, có nghĩa là nói một cách cụ thể, có nghĩa là đấy là cái môn thiên văn học cho những người không chọn thiên văn học làm nghề nghiệp của mình. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận tự coi mình là sản phẩm của sự hợp lưu của ba nền văn hóa: văn hóa Pháp, văn hóa Mỹ và văn hóa truyền thống Nho giáo, Phật giáo của Việt Nam quê hương ông. Văn hóa Mỹ mà ông đã hấp thụ trong những năm là sinh viên và nghiên cứu sinh đã tạo ra một Trịnh Xuân Thuận, một nhà khoa học nổi tiếng. Văn hóa Pháp thấm đẫm từ thời học sinh trung học ở tại Sài Gòn đã tạo nên một Trịnh Xuân Thuận, một nhà văn khoa học nổi tiếng. Và văn hóa về truyền thống Phật giáo đã tạo nên một Trịnh Xuân Thuận luôn trăn trở và suy ngẫm về sự tương đồng đầy kinh ngạc giữa vật lý thiên văn hiện đại và Phật giáo. Về những đóng góp cho khoa học của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một trong số các nhà vật lý thiên văn hàng đầu của thế giới, với những công trình nghiên cứu về thiên văn học ngoài ngân hà, đặc biệt là về sự hình thành và nguồn gốc của các nguồn gốc của các thiên hà được quốc tế thừa nhận. Ông là tác giả của 230 bài báo về sự hình thành và tiến hóa của các thiên hà, mà đặc biệt là các thiên hà lùn, và về sự tổng hợp các nghiên cứu trong Big Bang. Để tiến hành những nghiên cứu thiên văn của mình, ông đã sử dụng các kính thiên văn lớn nhất trên khắp thế giới. Vào cuối năm 2004, nhờ quan sát qua kính thiên văn không gian Hubble, ông đã phát hiện ra thiên hà trẻ nhất đã biết trong vũ trụ. Đó là một phát hiện quan trọng. Nhưng cái mà làm cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận trở nên nổi tiếng với công chúng, được biết rộng rãi và biết hàng triệu người hâm mộ, đặc biệt ở Pháp và Việt Nam, đó là những cái tác phẩm phổ biến khoa học của ông. Những tác phẩm chính của giáo sư Trịnh Xuân Thuận đều đã được dịch sang tiếng Việt và chủ yếu được xuất bản ở nhà xuất bản Trẻ. Đề nghị cho phát clip về cái tác phẩm của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, và kính mời quý vị hướng lên màn hình. Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948, là một khoa học gia người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực vật lý thiên văn, là một nhà văn đã viết nhiều quyển sách có giá trị cao về vũ trụ học và về những suy nghĩ của ông trong tương quan giữa khoa học và Phật giáo. Ông còn là một nhà thơ, một triết gia, một Phật tử và một nhà hoạt động cho môi trường và hòa bình. Ông đã nhận lãnh nhiều giải thưởng trong lĩnh vực thiên văn và trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Bên cạnh đó, ông đã viết nên những tác phẩm về vũ trụ đã xuất bản tại Việt Nam, có thể kể đến như Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Giai điệu bí ẩn, Hỗn độn và hài hòa, Khát vọng tới cái vô hạn, Những con đường ánh sáng gồm 2 tập, Nguồn gốc, Nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu. Với văn phong dễ hiểu bởi chúng được viết từ một nhà khoa học giàu mỹ cảm, bằng tư duy logic của một nhà khoa học, nhà triết học và trí tưởng tượng của một nhà thơ sành sỏi thiên văn.
Những tác phẩm này đã đem lại cho độc giả niềm vui được ngắm nhìn những hình ảnh lộng lẫy, sự tiếp cận những hiện thực mới trước kia bị che giấu, sự mở rộng thế giới quan đến những lĩnh vực trước kia không tiếp cận được, chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc tâm lý con người và là nguồn gốc của các đột khởi sáng tạo. Một khi cảm xúc thẩm mỹ đã qua, độc giả, những người mong muốn có thêm thông tin sẽ có thể đắm mình vào con chữ. Xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn khoa học gia, tác giả Trịnh Xuân Thuận và các tác phẩm của ông. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận còn là người rất có duyên với các giải thưởng. Ông đã được năm 2000, giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã được trao giải thưởng văn học châu Á của Hiệp hội các nhà văn Pháp ngữ cho cuốn Cái vô hạn trong lòng bàn tay. Năm 2007, giáo sư Trịnh Xuân Thuận được giải thưởng lớn Moron của Viện Hàn Lâm Pháp cho cuốn Những con đường của ánh sáng. Năm 2009, giáo sư Trịnh Xuân Thuận được giải thưởng Kalinga về phủ sách phổ biến khoa học của UNESCO. Năm 2012, giáo sư Trịnh Xuân Thuận được giải thưởng Thế giới Synodelica của Viện Pháp Quốc, gồm 5 viện Hàn Lâm, ban giám khảo gồm 14 viện sĩ Hàn Lâm. Giải thưởng có uy tín này công nhận các tác giả và những nhà khoa học có những tác phẩm khoa học hay văn học của họ truyền tải được những thông điệp nhân văn hiện đại. Như vậy, ông Trịnh Xuân Thuận đã được vinh danh trong hai tư cách: nhà khoa học và nhà văn, đứng cùng với nhà khoa học Sakharov, Havel, các nhà văn Kundera, Borges. Giá trị của giải thưởng, một giải thưởng hết sức có giá trị và mang lại niềm vinh dự không chỉ cho bản thân của giáo sư Trịnh Xuân Thuận và cho tất cả những người Việt Nam chúng ta. Năm 2012, giáo sư Trịnh Xuân Thuận có giải thưởng Louis Poel về cuốn Vũ trụ và hoa sen. Vào tháng 4 năm 2014, giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã được chính phủ Pháp trao tặng huân chương Bắc Đầu Bội Tinh. Và cuối cùng, năm 2016, giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã được giải thưởng Phan Chu Trinh của giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh về khoa học và giáo dục của Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh của Việt Nam. Rất nhiều người bạn đọc đã hỏi tôi là những tác phẩm của Trịnh Xuân Thuận có những đặc điểm gì mà có thể hấp dẫn và thu hút nhiều bạn đọc, làm rung động hàng triệu con tim như vậy. Thì theo chúng tôi là người dịch những cái tác phẩm của Trịnh Xuân Thuận thì chúng tôi thấy có những cái đặc điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất là những cuốn sách của giáo sư Trịnh Xuân Thuận đề cập những cái vấn đề, những cái câu hỏi mà loài người đã từng trăn trở từ xa xưa cho đến nay. Chúng ta từ đâu tới? Chúng ta sẽ đi về đâu? Vũ trụ có một nguồn gốc hay không? Số phận của vũ trụ sẽ như thế nào? Tất cả những cái vấn đề đó là những cái câu hỏi lớn mà chỉ gần đây do những thành tựu của vật lý thiên văn và của vật lý các hạt cơ bản mới giúp chúng ta mon men tới gần giải đáp được một số câu hỏi quan trọng đó về vũ trụ. Cái đặc điểm thứ hai là tất cả các tác phẩm của giáo sư Trịnh Xuân Thuận đều viết mang đậm tính chất văn học và giàu chất thơ. Và những cái đó đã giúp truyền tải những cái tư liệu khoa học khô khan đến với bạn đọc thông thường, không cần có một hành trang khoa học nào cả. Hơn thế nữa, trong những tác phẩm của Trịnh Xuân Thuận thì thường ông không có những cái tư biện triết học rắc rối, khó hiểu, mà những cái suy tư triết học của ông rất là sâu sắc nhưng mà rất tế nhị, nằm rải rác trong các trang sách của ông, cũng mang lại nhất những cái bạn đọc có tuổi cảm thấy rất là thú vị và nhận thức được những cái tư duy, những cái ý tưởng triết học rất hay như vậy. Chính vì tôi nghĩ, theo bản thân tôi nghĩ, chính vì ông giáo sư Trịnh Xuân Thuận viết bằng một cái thứ tiếng Pháp hết sức tuyệt diệu như vậy, cho nên Tổng thống Mitterrand đã mời giáo sư Trịnh Xuân Thuận trong phái đoàn của chính phủ Pháp lần đầu tiên đến thăm
Việt Nam. Và đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng làm cho các bạn đọc ở Pháp rất là hoan nghênh và hâm mộ các tác phẩm của giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Cái điểm thứ ba là một khía cạnh khác làm cho các cuốn sách của Trịnh Xuân Thuận hấp dẫn bạn đọc là những cái đối chiếu, tìm sự tương đồng giữa khoa học hiện đại và Phật giáo. Ông luôn luôn, điều này nó thể hiện rõ nhất trong cuốn Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn Tay. Đó là cuộc đối thoại của một Phật tử trở thành nhà khoa học, tức là giáo sư Trịnh Xuân Thuận, và một người là nhà khoa học trở thành Phật tử, đó là ông Ricard Machiel. Một quyển sách hiện nay là Cái Vô Hạn đã được tái bản tới 7 lần ở Việt Nam. Đặc điểm thứ tư là một đặc điểm đó là trong các cuốn sách của giáo sư Trịnh Xuân Thuận, ông rất hay dùng những ví dụ trong nghệ thuật, mà đặc biệt trong hội họa, âm nhạc, văn học, để cho những lập luận của mình trở nên dễ hiểu và sinh động, và giúp bạn đọc hình dung ra những ý tưởng phức tạp nhất của khoa học. Ông say mê và nắm rất vững những kỹ thuật cũng như tư tưởng của nhiều trường phái hội họa châu Âu, đặc biệt là hội họa Pháp, như trường phái ấn tượng, trường phái tượng trưng, điểm họa. Và ông cũng đọc rất nhiều những nhà văn hậu hiện đại, và đặc biệt Borges. Một điều cũng làm nên sự hấp dẫn trong các cuốn sách của Trịnh Xuân Thuận là ông rất chú trọng những kênh hình. Trong sách của ông có nhiều bức ảnh hiếm về khoa học cũng như về nghệ thuật rất đẹp và giàu ý nghĩa. Ví dụ như quyển Nguồn Gốc là một cái quyển mà tác giả rất chú trọng đến kênh hình, những cái hình rất là đẹp, và đấy cũng là một cái yếu tố làm nên hấp dẫn trong các tác phẩm của Trịnh Xuân Thuận. Và cuối cùng, nhưng cũng rất quan trọng, là nói về những cuốn sách của ông Thuận là nguồn tư liệu hết sức phong phú. Vì là một nhà vật lý thiên văn thực thụ nên những thông tin khoa học về lĩnh vực đó ông Thuận luôn cập nhật và cực kỳ chính xác. Thì đó là những cái cảm nhận chung về những cái đặc điểm khiến cho những tác phẩm của Trịnh Xuân Thuận trở nên rất hấp dẫn đối với bạn đọc, đặc biệt là Pháp Việt Nam. Và bây giờ thì chúng tôi xin nhường lời cho giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sẽ chia sẻ với chúng ta những vấn đề về nguồn gốc của vũ trụ, vẻ đẹp, cũng như là cái sự tiến hóa, phát triển của vũ trụ, cùng với những trăn trở của ông về những vấn đề môi trường, về đạo đức của những nhà khoa học. Và xin mời Thuận. Je ne m'attendais pas à une si longue introduction. Je ne sais pas si je mérite tous ces compliments, mais je vais essayer au moins de passer une bonne heure avec vous, parler des origines. Alors moi, bien sûr, je ne m'attendais pas à une introduction si détaillée, donc j'avais pensé moi-même parler un peu de mes propres origines, ma petite histoire, avant de parler de la grande histoire de l'humanité. Donc, bon, je vais passer très vite puisque M. Thiel a vraiment développé ça en long et en large. Donc, je suis né à Hanoï, 54, donc division du pays en deux. Mon père étant un haut magistrat travaillant dans l'administration française a donc été contraint donc d'aller vers le sud. Donc, j'ai grandi à Dalat. Mon éducation, bien sûr, était depuis l'école maternelle jusqu'au bac, donc en français. Donc c'est pourquoi j'écris en français. C'est la langue avec laquelle vraiment j'ai grandi, et, où j'ai appris les grands maîtres qui ont écrit, donc des gens comme Victor Hugo, Pascal Stendhal, Racine Molière. Et c'est pourquoi, malgré mes 40 ans passés aux États-Unis, je m'exprime toujours en français comme la langue littéraire. Donc après Dalat, mon père fut muté à Saigon, donc Yersin, au lycée Yersin à Dalat, et puis muté à Saigon, et où je fréquenta le lycée Saint-Exupéry et le lycée Jean-Jacques Rousseau, plus tard renommé Jean-Jacques Rousseau, et maintenant les Puydônes, que j'ai revisité récemment avec beaucoup d'émotion. Voilà, donc je pense qu'on est nous deux, il y a deux personnes au moins dans la salle qui est dans cette
dans cette image du lycée, de notre dernière année lycée de Rousseau. Je ne sais pas si vous me reconnaissez, mais je suis ici. J'ai beaucoup changé peut-être. Donc après, comme M. Fior l'a mentionné, je suis allé en Suisse à cause d'un discours du général de Gaulle qui a fait un grand discours à Phnom Penh, disant que les États-Unis devraient se retirer du Sud-Est asiatique. Le conflit vietnamien est un conflit interne. Et bien sûr, ça n'a pas plu du tout au gouvernement du Sud, qui a donc rompu les relations diplomatiques avec la France. Donc, mes rêves d'aller faire l'école normale, j'avais déjà réservé une chambre à Louis le Grand pour faire Matsup Matspe, tomber à l'eau complètement. Je me suis rabattu donc, dans une école de langue française en Suisse romande, une très bonne école d'ingénieurs, l'école polytechnique de Lausanne. Mais après une année, je sentais que ce n'était pas vraiment la filière que je voulais, parce que je voulais vraiment étudier la nature, répondre aux questions fondamentales que la nature posait. Et une école d'ingénieurs, les ingénieurs en général appliquent ce que les physiciens ont trouvé. Et donc, ce n'était pas la recherche fondamentale. Et donc, j'avais soif d'apprendre auprès des plus grands maîtres, des plus grands physiciens du monde. Et donc, comme M. Fior l'a mentionné tout à l'heure, j'ai demandé mon admission à Princeton, là où mon niveau scientifique, Einstein, avait passé les 20 dernières années de sa vie. Et puis Caltech et Princeton, qui sont les meilleures universités scientifiques aux États-Unis. Alors, j'ai choisi Caltech parce que, à cause du mythe californien, vous savez, les Beach Boys, les hippies, les belles filles, etc. Et donc, mais bon, le destin fait bien les choses, parce que Caltech avait le plus grand télescope du monde. Non seulement il avait les plus grands scientifiques, comme Richard Feynman, qui était un de mes professeurs de physique, mais il y avait aussi le plus grand télescope du monde à ce moment-là, le télescope du Mont Palomar, qui a un diamètre de 5 mètres de diamètre. Et les télescopes sont vraiment des cuvettes qui recueillent la lumière du cosmos. Et plus ces cuvettes sont grandes, plus on regarde faible. Et plus on regarde faible, plus on regarde loin. Plus on regarde loin, plus on regarde tôt. Parce que la lumière met du temps pour ne pas venir. Donc, à 19 ans, j'avais pu, avec ce professeur de physique, Gordon Gammer, utiliser le plus grand télescope du monde, regarder le plus loin dans l'univers, 5 milliards d'années en arrière, l'âge de l'univers étant 14 milliards d'années. Et donc, ce contact avec le Mont Palomar me fit en quelque sorte tomber dans la marmite de l'astronomie. J'ai eu le coup de foudre vraiment pour le cosmos. J'ai eu une immense connexion cosmique en observant avec ce télescope, et donc j'ai décidé d'aller faire une thèse en astrophysique à Princeton. Il y avait d'autres choses qui m'avaient aussi motivé pour devenir astronome. Hubble aussi, vous savez, le découvreur des galaxies, le découvreur aussi de l'expansion de l'univers, qui est la base de la théorie du Big Bang. Travaillait aussi sur près du campus, on le voit ici à gauche, et avec Einstein ici, parce que Einstein pensait que l'univers était statique, mais donc il avait bien sûr dit que c'était sa plus grosse erreur de sa vie après, en 1929, quand Hubble découvrit l'expansion de l'univers, que l'espace s'est dilué au lieu d'être statique. Et donc, à Princeton, j'ai aussi de très grands maîtres, donc Raymond Spitzer, qui est donc le père du télescope spatial Hubble, que vous voyez ici. Et puis, ça, c'est le télescope Spitzer qui fonctionne dans l'infrarouge et qui aussi est nommé après lui. Et maintenant, je travaille à l'Université de Virginie, que j'ai choisi en partie parce que j'aime beaucoup l'histoire aussi, et ça a été fondé par Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, l'auteur de la Déclaration de l'indépendance américaine. Monticello, c'est sa demeure qui est à Charlottesville aussi.
Et donc maintenant, je fais mon travail là, avec des passages aussi à l'Institut d'astrophysique de Paris, où je travaille beaucoup avec des collègues français. Donc mon métier, c'est vraiment recueilleur de lumière. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est comme ça que l'astronome reconstruit le passé de l'univers en regardant loin, donc en regardant tôt, en remontant. Les télescopes sont vraiment des machines à remonter le temps. Donc ici, ce sont les télescopes que j'utilise récemment, le Large Binocular Telescope, donc c'est comme deux lunettes qui sont ensemble. Ici, ce sont les sites formidables du Mauna Kea, donc à Hawaï. Vous voyez, on est au-dessus des nuages, quelques 4000 mètres au-dessus de l'atmosphère. Pas beaucoup d'oxygène. Et les radiotélescopes que j'utilise aussi à Arecibo, et puis le télescope spatiaux comme Hubble, on a eu récemment, enfin cette année même, 34 orbites pour étudier le cosmos. C'est toujours un engin merveilleux qui nous révèle chaque fois des mystères, des secrets sur l'univers. Donc maintenant, partons à la recherche de l'univers. Je vais essayer de vous amener donc à pourquoi l'homme a maintenant cette grande phase historique de 13,8 milliards d'années qui s'appelle le Big Bang, en fait, où on pense que l'univers est parti d'un état très petit, très chaud, très dense, il y a 13,8 milliards d'années. Donc maintenant, allons donc du Soleil vers l'extérieur. C'est la démarche que l'astronome fait d'ailleurs. Avec des télescopes de plus en plus grands, il repousse les frontières de ce qui, de l'environnement autour de lui. Donc il y a, ici, vous avez tous reconnu, je l'espère, Mercure. Bien sûr, c'est un enfer brûlant. La température de Mercure, c'est 430 degrés centigrades, donc aucune vie possible. Et ça, c'est 0,3. Si nous sommes à une unité astronomique, c'est la distance Soleil-Terre, Mercure, c'est à 0,4. Et Vénus, ici, c'est 0,75. Vous voyez, donc ce n'est pas très loin de lui, et pourtant c'est un enfer aussi. Vous voyez, c'est la température de la surface de Vénus que vous voyez ici, recouverte de lave, est de 450 degrés centigrades. Donc encore plus chaud que Mercure. Alors vous me demandez peut-être pourquoi, parce que Vénus est plus loin du Soleil que Mercure. Alors, comment se fait-il que la température est plus chaude? Bien sûr, la réponse est que son atmosphère, qui est 100 fois plus épaisse que l'atmosphère de la Terre, est composée à 96% de gaz carbonique, de CO2. Alors pour ceux qui doutent encore de l'effet de serre du CO2, la nature a fait une expérience juste à nos portes. Vous voyez, donc nous ne voulons certainement pas que la Terre va dans cette direction. Bien sûr, le taux de CO2 dans notre atmosphère maintenant, c'est seulement 0,01%, loin des 96% de Vénus, mais nous ne voulons certainement pas rendre la Terre invivable comme cela l'est bien sûr sur Vénus. Et puis, vous voyez ici Vénus, avait Mars, bien sûr. Et Mars, on sait qu'il y avait de l'eau dans le passé, qui coulait à flot comme ça il y a 2 milliards d'années. Vous voyez ici des clichés de la sonde Mariner prise dans les années 1970 qui représentent des lits de fleuves desséchés. Et donc, qui dit eau dit vie. Alors, on pensait pendant très longtemps qu'il y avait des martiens sur Mars. Quand on pensait E.T., on pensait toujours martien, petit homme vert, etc. Ça alimentait bien sûr l'imagination des auteurs de science-fiction. Mais on sait maintenant qu'il n'y a pas de martiens ni de ville martienne sur la surface de Mars. Mais peut-être des micro-organismes, voyez, donc, parce qu'il y avait eu de l'eau. Donc il faudra dans la décennie à venir soit aller dans les calottes glaciaires pour voir s'il y a des micro-organismes, ou creuser pour voir s'il y a de l'eau souterraine et donc des micro-organismes. Bon, en tout cas, et puis ça, ce sont les planètes terrestres où qui peuvent héberger la vie, mais vous voyez que ce n'est pas
c'est pas très hospitalier. Mars est de loin la plus hospitalière après la Terre. Mais il n'y a pas d'eau là, et puis son atmosphère aussi, c'est 96% de gaz carbonique. Donc, même si nous disons que nous ruinons notre Terre, détruisons notre Terre et que nous émigrons vers Mars, vous voyez, c'est pas la solution. Il faudra créer une atmosphère, etc. Puis donc, et puis les planètes gazeuses, bien sûr, n'hébergeront il n'y aura aucune possibilité de vie possible. Donc, vous voyez, maintenant, nous sommes à quelques 5 heures-lumière. Donc, la distance Terre-Soleil jusqu'aux portes du système solaire, c'est 5 heures-lumière. Mais on sait que, bien sûr, l'univers s'étend bien au-delà. Il suffit de regarder les yeux vers le ciel et de regarder les quelques milliers d'étoiles qui parsèment le ciel par une belle nuit d'été. Et on sait aussi qu'il y a une voie lactée. Donc, vous voyez que les étoiles sont disposées sur une mince touche. Et en fait, on sait que, donc maintenant, que nous résidons dans la Voie lactée qui est donc un ensemble de 100 milliards d'étoiles comme le Soleil, tous liés ensemble par la gravité, et disposés dans un disque aplati. C'est ça qui fait que et on pensait, vous voyez, Copernic avait délogé la Terre de sa place centrale en 1543. Choc psychologique énorme parce que c'est la première fois que quelqu'un osait dire que l'homme n'occupait pas la place du monde, le centre du monde. Alors on pensait bien sûr que si la Terre n'est pas au centre du monde, bien sûr notre race doit être au centre de la Voie lactée. Ici. Vous voyez, mais patatras, maintenant on sait le Soleil n'est qu'une simple étoile de banlieue à quelques 26 000 années-lumière. Le rayon c'est 50 000 années-lumière et le diamètre c'est 100 000 années-lumière. Et le Soleil nous entraîne à 250 km par seconde à travers le milieu interstellaire de la Voie lactée. Et vous voyez, les dialogues intersidéraux deviennent de plus en plus compliqués. Si E.T. envoie un signal ici à une autre civilisation à l'autre bout, le signal met 100 000 ans pour aller. Et encore, c'est la plus grande vitesse possible, qui est la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Et puis la lumière a fait 7 fois le tour de la Terre. Donc, si vous répondez tout de suite, ça fait encore 100 000 années, vous voyez. Donc, dialogue, question et réponse, ça fait 200 000 ans. Donc, ça, c'est, bien sûr, c'est beaucoup plus long qu'une vie humaine, et donc, des dialogues intersidéraux directs, ce sera difficile. Donc, ça, c'était la situation à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Au début du 20e siècle, le débat rageait s'il y avait d'autres systèmes au-delà de notre Voie lactée. Alors, de nouveau, l'ego humain étant ce qu'il est, vous voyez, si notre Soleil n'est pas au centre de la Voie lactée, bien sûr, notre Voie lactée doit comprendre tout l'univers. Patatras, les astronomes démontrent de nouveau qu'il y a d'autres systèmes galactiques, d'autres galaxies, donc au-delà de notre Voie lactée. Et ça, c'est les travaux justement de Edwin Hubble, l'astronome américain, d'après lequel le télescope spatial est nommé. Et il mesure la distance de cette galaxie qui est Andromède, qui est la plus proche galaxie près de la Voie lactée. Il obtient une distance de 2 300 000 ans. Donc beaucoup plus grande que 100 000 ans. Donc il démontre qu'il existe d'autres systèmes au-delà de la Voie lactée. Donc les portes de l'univers extragalactique s'ouvrent toutes grandes maintenant. Et maintenant on sait que l'univers observable contient 100 milliards de galaxies, chacune contenant 100 milliards de soleils. Donc pour ceux qui croient encore qu'on est le centre du monde, détrompez-vous. Donc maintenant, où que je prends mon télescope, je vois des systèmes comme ça de toute beauté. Vous voyez, ça, ce sont des galaxies spirales comme le nôtre. Ça, c'est des galaxies elliptiques, donc ainsi nommées parce que la forme projetée sur le ciel est une ellipse. Et chaque point lumineux que vous voyez ici, c'est un soleil. Donc, ce sont des collections de centaines de milliards de soleils, tous liés ensemble par la gravité. Et ici, bon, ça, c'est, M. Thio a mentionné ça tout à l'heure, c'est la plus jeune galaxie de l'univers
que j'ai découverte donc avec Hubble, en utilisant Hubble, vous voyez, c'est une galaxie naine, donc au lieu de 100 milliards d'étoiles, elle contient seulement 10 milliards d'étoiles, au lieu de 100 000 années-lumière, c'est 10 000 années-lumière. Et je les étudie parce que je pense que ce sont les briques de l'univers. Vous voyez, c'est en assemblant ces galaxies naines qu'on a toutes les galaxies spirales et elliptiques que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, et donc il y a un ordre extraordinaire, il y a une harmonie extraordinaire au cosmos, tout n'est pas chaos. La force de gravité organise ces galaxies en des amas de galaxies. Vous voyez ici un amas de galaxies, vous voyez chaque point lumineux est une galaxie contenant des centaines de milliards de soleils, et ça ce sont les galaxies un peu plus lointaines. Donc tout ça sont liés ensemble dans ce qu'on appelle des amas de galaxies, des milliers de galaxies liées ensemble par la gravité. Ici, donc, ça c'est probablement la photo la plus profonde prise par Hubble. Donc, c'est quelques centaines d'orbites. Une orbite de Hubble étant 90 minutes, hein, le télescope tourne autour de la Terre tous les 90 minutes à 600 km au-dessus de la surface terrestre. Et donc, vous voyez, dans un petit angle, comme l'angle, disons, d'une bille que vous mettrez à 100 mètres, vous voyez, un très très petit angle, Hubble voit 10 000 galaxies. Et si vous comptez toutes les galaxies, chaque point lumineux ici, ce sont des centaines de milliards d'étoiles. Alors, ça, ce sont des galaxies qui sont très très lointaines. Donc, elles sont très petites, très faibles. Et ça, ce sont des galaxies beaucoup plus proches. Donc, vous voyez ces galaxies dans leur jeunesse, puisque la lumière qui nous parvient maintenant est partie quand ces galaxies, l'univers était encore très jeune. Tandis que ces galaxies sont beaucoup plus vieilles, parce qu'elles sont beaucoup plus proches, et donc la lumière est partie plus récemment que, disons, 10 milliards d'années pour ces galaxies. Donc, ce sont toujours des tranches d'espace et de temps quand on travaille avec les télescopes. Alors ici, je voulais juste vous montrer l'architecture de l'univers, que tout n'est pas chaos. Vous voyez, les galaxies sont disposées en d'immenses murs de galaxies. Nous sommes ici, nous regardons dans l'espace, et chaque point est une galaxie. Donc ici, ce sont les murs de galaxies de centaines de millions d'années-lumière bordant des vides. Ils sont aussi de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années-lumière. Donc c'est une immense toile cosmique, une architecture que l'astrophysicien doit étudier pour comprendre l'évolution de l'univers. Donc, bon, tout ça, c'est... je vous ai déjà dit tout ça. Alors, maintenant, je vais vous donc nous raconter l'histoire de nos origines telles que ces observations que je viens de vous montrer nous le racontent. Alors, je ne vais pas pouvoir commencer mon histoire du temps à partir du temps zéro. Alors, dans l'histoire du Big Bang, tout est parti d'un état extrêmement petit, chaud et dense. Petit, je dirais, des milliards de fois plus petit qu'un atome, 10 puissance moins 33 cm. Alors, comment on est arrivé à une telle conclusion? Ça aussi c'est le travail de Hubble. Hubble, après avoir découvert qu'il existe des galaxies, s'est attaché à mesurer donc, le mouvement de ces galaxies. Alors, il s'est aperçu que toutes les galaxies fuyaient la Voie lactée comme s'il avait la peste. Et comment il le sait? Parce qu'à cause du rougissement de la lumière. Parce que vous voyez, quand une source lumineuse se déplace, si elle s'approche de nous, elle est bleuie. Si elle s'éloigne de nous, elle est rougie. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Hein. C'est exactement le même effet avec le son. Parce que nous avons eu toute l'expérience d'une sirène d'ambulance qui s'approche. Elle est beaucoup plus aiguë quand elle s'approche, et beaucoup plus grave quand elle s'éloigne. C'est exactement l'effet Doppler donc, du son ou de la lumière. Ici, donc, toute la lumière,
la lumière des galaxies lointaines est toute rougie. Donc, les galaxies s'éloignent systématiquement de nous. Et Hubble découvre aussi que plus la galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne vite aussi. Donc, si vous voulez calculer le temps mis par une galaxie pour aller de son point de départ jusqu'à là maintenant, vous divisez la distance par sa vitesse, n'est-ce pas? Or, si la vitesse et la distance sont proportionnelles, ce rapport est toujours le même. Donc, ça veut dire que toutes les galaxies ont mis exactement le même temps pour aller de leur point de départ au point où elles sont maintenant. Vous renversez le cours des événements, vous tournez le film en arrière, tout se retrouve au même point en même temps. Donc, d'où l'idée du Big Bang, en fait. Donc, il y a eu une grande explosion primordiale qui a donné naissance en même temps au temps et à l'espace, et qui maintenant, l'expansion se poursuit. Il y a de plus en plus d'espace entre les galaxies à mesure que l'univers âge. Donc, alors pourquoi je ne peux pas commencer mon histoire de la création des origines au temps zéro? Parce que on n'a pas su unifier encore les deux théories physiques qui sous-jacent maintenant toute la physique contemporaine, qui sont nées tous les deux en même temps au début du XXe siècle. L'une, bien sûr, c'est la relativité générale d'Einstein, qui décrit l'infiniment grand, donc qui décrit donc, le comportement de la gravité à de très grandes échelles. Et puis l'autre, c'est la mécanique quantique, qui décrit au contraire donc l'infiniment petit, le monde des atomes ou des particules subatomiques, et qui donc où la force électromagnétique et les deux forces nucléaires fortes et faibles dominent, parce qu'il y a 4 forces fondamentales dans la nature aussi. La force gravitationnelle, la force électromagnétique et les deux forces nucléaires fortes et faibles. Alors, dans l'histoire de l'univers, je vous ai dit, c'est l'infiniment petit qui a accouché de l'infiniment grand. Donc, il faut unifier la physique de l'infiniment petit avec la physique de l'infiniment grand et produire ce qu'on appelle une théorie de la gravité quantique. Or, on ne sait pas encore le faire. Il y a bien sûr des tentatives, il y a même une théorie qui est née il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle la théorie des cordes, qui dit que les particules ne sont pas infinitésimement petites, mais ce sont les résultats de vibrations de cordes très très petites, 10 puissance moins 33 cm. Mais pour l'instant, elle reste une théorie mathématique, elle n'a jamais été vérifiée. Vous voyez, parce qu'à telles dimensions petites, on ne pourra pas jamais voir cela. Vous pouvez prévoir aussi 7 dimensions spatiales extra en dehors des 3 dimensions spatiales qu'on a déjà connues dans l'univers. Et donc, mais ces dimensions spatiales sont tellement enroulées de façon tellement petite qu'on ne peut pas les voir non plus. Donc, cette théorie des cordes n'a jamais été prouvée expérimentalement, et pour moi, une théorie qui n'est pas vérifiable expérimentalement relève encore de la métaphysique, toujours la métaphysique, et donc elle ne peut pas encore être démontrée, la théorie des cordes, qu'elle est conforme à la nature. Donc je commencerai mon histoire à partir du temps très très petit, ce qu'on appelle le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, vous voyez. C'est-à-dire le chiffre 1 arrive après 43 zéros, un temps extrêmement petit. Et l'univers donc était très 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 chaud à ce moment-là, 10 puissance 32 degrés, 1 suivi par 32 zéros. Et donc ça, c'est la connaissance qu'on a de l'extrapolation des lois physiques connues jusqu'à ce temps extrêmement petit. Avant 10 puissance moins 43 secondes, on ne sait pas. On a ici ce qu'on appelle un mur de la connaissance, un mur de Planck, parce qu'on ne sait pas unifier les deux théories encore. Et donc l'espace et le temps, on pense, pour ne même plus exister. Vous voyez, donc les notions d'avant, de commencement, tout ça, ça peut être remis en cause même. Donc, on pense que l'univers est parti d'un vide, mais le vide, ce n'est pas le vide auquel nous pensons tout le temps, mais c'est un vide rempli d'énergie. C'est le vide plein, en fait. Ce n'est pas un vide vide, mais un vide plein. Et l'énergie, bien sûr, va donner naissance à tout au contenu matériel de l'univers. Ça, c'est à cause de la formule E égale MC2
d'Einstein qui dit que énergie est équivalente à matière, masse. Et donc, ce vide rempli d'énergie va donner donc la matière, vous voyez, 10 puissance moins 32 secondes, il y a eu une phase exponentielle d'expansion énorme, qu'on appelle l'inflation, pour ceux qui connaissent un peu la cosmologie, 10 puissance moins 32 à moins 34 à moins 32 secondes. Et puis, ce vide rempli d'énergie va générer les particules de matière, qui sont les quarks, les électrons, et puis l'antimatière aussi, bien sûr, les antiquarks, les anti-électrons. Et puis les quarks vont se combiner 3 par 3 pour former les neutrons, les protons, les briques de la matière. Et donc, tout ça se passe pendant les 3 premières minutes de l'univers. Et les noyaux d'atomes se forment après les 3 premières minutes de l'univers. Donc, seulement l'hydrogène et l'hélium sont formés. Et en fait, la théorie du Big Bang prédit 3/4 de la masse de l'univers doit être en hydrogène. Donc, juste un proton, vous voyez, un noyau d'hydrogène. Et le quart qui reste en hélium, donc 2 protons, 2 neutrons. Donc, ce sont... mais après, le Big Bang ne peut rien faire parce que l'univers se dilue très vite et les particules donc, ne se rencontrent plus. Les neutrons, les protons, qui sont les briques, les noyaux des atomes, ne se rencontrent plus. Et donc, les éléments plus lourds ne se forment pas. Et donc, après, donc, en l'an 380 000 ans seulement, les atomes se forment parce que seulement après ça, l'univers s'est refroidi à ce moment-là à environ 6000 degrés Kelvin. Donc, beaucoup de refroidissement. Vous voyez, ici, c'est 10 puissance 32 et 6000. Et donc, maintenant, les atomes peuvent se former, les électrons peuvent se combiner avec les noyaux d'atomes pour former des atomes neutres. Et on aura donc des hydrogènes dans l'univers. Il y aura des nuages d'hydrogène et d'hélium. Et en fait, ces nuages d'hydrogène et d'hélium vont grandir de plus en plus en masse à cause de la gravité. Ils attirent d'autres nuages. Et donc, la masse va grandir et puis finalement, il y aura de l'effondrement gravitationnel de ces masses et la matière va se chauffer de plus en plus à l'intérieur pour atteindre jusqu'à quelques 10 millions de degrés. Et 10 millions de degrés, c'est le déclenchement des réactions nucléaires. Et donc, de nouveau, vous voyez où maintenant, ce sont les étoiles qui peuvent faire les noyaux d'atomes maintenant. Et en fait, donc, l'univers donc, a formé les étoiles parce que si il y avait que l'hydrogène et l'hélium, nous ne serons pas là pour en parler aujourd'hui. Parce que vous voyez, l'hydrogène est un élément très simple, l'hélium est un élément très stable, donc pas de chimie complexe possible. Donc, on ne pourra pas faire de l'ADN ou des neurones pour des êtres pensants. Donc, vous voyez, l'univers sera vide et stérile. Or, dans notre univers, les étoiles se forment. Et les étoiles vont donc continuer la chimie nucléaire qui a été interrompue pendant les 3 premières minutes de l'univers. Et donc, il faut fabriquer tous les éléments lourds jusqu'au fer. Et pour les éléments plus lourds que le fer, ça va être fait dans les supernovas, donc des morts d'étoiles massives. Donc, en fait, le message ici que vous devez retenir, que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Sans les étoiles, nous ne serons pas ici pour en parler. Les étoiles sont nos ancêtres et nous partageons tous la même géologie cosmique. Nous sommes les cousins des bêtes sauvages et les frères des coquelicots des champs. Et donc, tout ça, c'est une connexion cosmique qui nous relie tous. Et donc, tout ça, les premières étoiles, les premières galaxies dont je parle, donc peut-être... ça va, on pense que ça se produit environ dans le premier milliard d'années. Et donc, mais on ne sait pas toujours encore. Et je pense que le successeur de Hubble qui va être lancé dans 2 ans seulement. Oui, Hubble a été lancé en 1990 et nous a rendu de bons loyaux services pendant 26 ans avec des découvertes extraordinaires de l'univers. Et j'espère que je croise les doigts pour qu'il va durer encore pendant 2 ans. Quand James Webb va être lancé dans l'espace, et ça, c'est au lieu de 2,5 mètres
le diamètre d'un miroir de 2,5 m, c'est 8,5 m maintenant. Donc on va pouvoir remonter jusqu'au premier milliard d'années après le Big Bang, vous voyez, voir en direct la naissance des premières étoiles et des premières galaxies, ce sera fabuleux. Donc il suffit donc de consulter, vous voyez, vos journaux, Internet pendant les quelques années à venir et vous verrez toutes ces découvertes, ça va être vraiment fantastique. Et donc voilà, donc les galaxies, les premières étoiles, et puis en ce qui nous concerne, vous voyez, il y a 4,5 milliards d'années, donc 9,3 milliards d'années après le Big Bang, il y a le Soleil s'effondre, se forme, un système solaire se forme avec lui, et puis il y a 3,8 milliards d'années sur la troisième planète à partir du Soleil, les premières cellules vivantes apparaissent. Et maintenant, nous sommes ici avec 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Et j'espère que nous ne nous autodétruiserons pas parce qu'au rythme où nous allons, je ne donne pas cher de l'espèce humaine, malheureusement. Donc, voilà. Donc, c'est une très brève histoire donc, de l'univers. Alors, je voulais vous impressionner aussi que rapetissement dans l'espace, bien sûr, veut dire aussi rapetissement dans le temps. Alors pour vous montrer ça, je réduis toute l'histoire de l'univers donc à une année. Donc le Big Bang se produit le 1er janvier, nous sommes maintenant le 31 décembre à minuit. Vous voyez, donc le Big Bang, 1er janvier, les formations de première galaxie, c'est pendant le 1er ou 2 milliards d'années après le Big Bang. Donc le 1er avril, le système solaire se forme, je vous ai dit, il y a 4,5 milliards d'années. Les 3/4 de l'année se sont écoulés même avant que notre race se forme avec la Terre. Et puis donc il y a 3,8 milliards d'années, la première cellule de vie donc, se forme dans les océans. La Terre est la planète bleue, bien sûr. C'est la seule planète dans le système solaire qui contient de l'eau, des océans. Et donc, le 25 septembre, vous voyez, les plus vieux fossiles, les bactéries, les algues bleues, le 9 octobre. L'invention du sexe par les micro-organismes, 1er novembre. Très, très, très important parce que ça permet la complexification. Et auparavant, les cellules se multipliaient seulement se divisant en deux. Donc, les deux moitiés étant exactement semblables, il n'y a aucune complexité qui se construit. Tandis qu'avec le mélange des gènes de la mère et de la père, la complexité, la nouveauté peut surgir et donc ça permet donc les êtres de se diversifier. Donc les plus vieilles plantes, le 12 novembre, et puis vous voyez toute l'évolution darwinienne se passe dans la deuxième moitié du dernier mois de l'année. Les premiers poissons vertébrés le 19 décembre, les premiers insectes le 21 décembre, les premiers arbres le 23 décembre, les premiers dinosaures le 24 décembre, ils régnaient sur Terre il y a 250 millions d'années. Les premiers mammifères, qui sont donc nos ancêtres les plus directs, le 26 décembre, les premiers oiseaux le 27 décembre, la mort des dinosaures le 28 décembre. Vous voyez, les pauvres, ils n'ont vécu que le temps de 4 jours. Et on pense que c'est un astéroïde énorme de quelques 20 km qui a percuté la Terre. Et ce n'est pas le choc direct qui a tué les dinosaures et les 3/4 des espèces vivantes, mais c'est que quand vous avez un tel astéroïde, ça soulève, et l'impact a été bien sûr localisé dans le golfe du Yucatan, donc le golfe du Mexique. Et on sait que, aussi que quelque chose est venu de l'espace il y a 65 millions d'années, parce qu'il y a une couche d'iridium aussi. En creusant la Terre, vous pouvez remonter le temps, parce que les couches les plus récentes sont dessus, et puis les couches les moins récentes en bas. Et quand on arrive à 65 millions d'années, une couche d'iridium. L'iridium est un métal qui se trouve seulement dans les astéroïdes, mais pas à la surface de la Terre. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui est venu de l'espace il y a 65 millions d'années. Et puis en même temps, il y a une destruction des dinosaures avec les 3/4 des espèces vivantes. Voilà, donc, en disparaissant, il libère une niche écologique, ce qui permet bien sûr à nos ancêtres, les mammifères, de se proliférer. Ils étaient des petits rats vivant dans les interstices des rochers, vivant de noix.
Et voilà, donc les premiers, ça mène au premier primate le 29 décembre. Et l'homme apparaît seulement 1h30 avant la fin de l'année. Vous voyez, les premiers hommes, nous savons que commence à marcher, la bipédie, ça commence il y a 6 millions d'années, quelque part en Afrique. Et donc l'homme qui est conscient d'une transcendance, qui se demande des questions comme d'où vient, où allons-nous. Je date par Lascaux, par exemple, donc 20 000, il y a quelques 15 à 20 000 années. Donc c'est la dernière minute avant la fin de l'année, la civilisation égyptienne, 10 secondes avant la fin de l'année, et puis les deux sages qui nous ont éclairé de leur sagesse, qui nous éclairent encore de leur sagesse. Bouddha, donc 5 secondes avant la fin de l'année, le Christ 4 secondes avant la fin de l'année, la Renaissance, la naissance de la science, donc 1 seconde seulement à la fin de l'année. Donc maintenant, nous sommes à minuit, nous avons conquis l'espace, nous sommes à la recherche des hippies, mais aussi nous avons l'intelligence étant à double tranchant, nous avons acquis la capacité de nous détruire nos terres, nous autodétruire. Donc, vous voyez, rapetissement considérable à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors, juste pour vous dire que ce n'est pas tout, je vous ai dit, il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards de soleils. Alors, si vous additionnez tout cela, ça ne constitue que 0,5% de l'univers. C'est ce qu'on appelle la matière lumineuse, celle qui brille, celle des étoiles. Vous voyez, mais ça constitue 0,5% de l'univers. On sait qu'il y a beaucoup de matière noire. Alors, il y a deux sortes de matière noire. Il y a une matière noire ordinaire qui est composée de protons et de neutrons. Et ça, c'est 4,5% du contenu de l'univers. Mais il y a aussi la matière noire exotique, 27% du contenu de l'univers, qui n'est pas composée de matière ordinaire. En fait, ni de protons ni de neutrons. On ne sait pas sa nature exacte, mais donc il y a des gens qui spéculent que ce sont peut-être des particules très massives qui sont nées dans les premières fractions de seconde après le Big Bang. Et on espère que le LHC, vous voyez, qui recrée donc l'énergie du Big Bang, enfin, 1 millième de milliardième de seconde après le Big Bang, pourra peut-être voir ces particules dans ses entrailles, mais pour l'instant, rien encore. Donc, la matière noire reste un mystère. Et puis, bon, on pensait que c'était tout, que l'univers ne contenait que la matière et de la lumière. Vous voyez, et en 1998, une découverte extraordinaire de deux équipes d'astronomes, ils voulaient mesurer la décélération de l'univers, parce qu'ils pensaient que, bien sûr, l'univers n'était composé que de matière. Et la matière exerce une force gravitationnelle qui attire et donc qui ralentit, qui devrait ralentir l'expansion, la force d'explosion primordiale. Vous voyez, et donc, ils pensaient que l'univers devrait décélérer. C'est comme si vous appuyez sur votre frein de votre voiture, vous décélérez la voiture. Mais patatras, de nouveau, il y a une grosse surprise. Au lieu de décélérer l'univers en accélération, c'est-à-dire maintenant l'espace se dilue, mais se dilue de plus en plus vite. C'est comme si vous, au lieu d'appuyer sur le frein, vous appuyez sur la pédale à gaz. Vous voyez, votre voiture va de plus en plus vite. Et donc il y a une force antigravité, quelque chose qui repousse, et donc on ne sait aucunement la nature non plus. Vous voyez, donc on ne sait pas, 68% plus 27% qui est 95% du contenu de l'univers. Donc malgré tous les progrès qu'on a faits, toutes les connaissances que nous avons acquises, nous ne savons rien encore de 95% du contenu de l'univers. Donc vous voyez que l'astrophysicien a bien du pain sur la planche et je ne suis pas prêt de me retrouver au chômage. Voilà. Donc, et puis donc, voilà. Alors jusque récemment, on pensait aussi que l'univers était le seul univers possible. Alors maintenant, il y a des théories qui disent qu'il y a une infinité d'univers parallèles au nôtre. Donc, moi, je n'ai pas le temps.
J'ai jusqu'à 7h30, c'est ça? C'est juste 7h40 ou 7h30? Ok, donc, donc le multivers inflationnaire. Bon, ici, par exemple, vous voyez l'inflation, je vous ai dit, c'est une expansion exponentielle en fonction du temps dans les premières fractions de seconde du Big Bang. Alors, il y a des théories qui disent que dans chaque point de l'univers, à ce moment-là, l'espace aussi se dilue et forme un nouveau univers. Donc, il y a des bulles d'univers partout qui surgissent. Vous voyez, dans chaque point d'espace, vous voyez, cet univers génère 3 autres univers qui génèrent encore 3 autres, et ainsi de suite. Donc, vous avez une multitude d'univers parallèles dans cette phase inflationnaire. Alors, il y a d'autres théories aussi, la théorie des brans qui vient de la théorie des cordes, qui produisent aussi des univers parallèles, c'est-à-dire notre univers est situé dans une brane, une contraction pour membrane, et il y a d'autres univers parallèles, et chaque collision d'univers parallèles produit un Big Bang. Donc tout ça, il y a des théories, hein, mais pour l'instant, bien sûr, rien n'est observé. Donc pour moi, le multivers pose un problème parce qu'il est non observable de nouveau, donc non falsifiable, ce qui va à l'encontre de la méthode expérimentale de la science. Parce que même dans notre univers, nous ne voyons pas tout notre univers. Il y a un horizon cosmique, vous voyez, qui est défini par l'âge de l'univers multiplié par la vitesse de la lumière. Donc c'est la partie de l'univers dont la lumière a eu le temps de nous parvenir. Parce qu'il y a d'autres galaxies au-delà de cet horizon cosmique dont la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Donc, vous voyez, nous ne voyons même pas la totalité de notre univers. Alors, voir d'autres univers parallèles, pour l'instant, pour moi, c'est impossible. Quelle attitude philosophique adopter devant ce rapetissement considérable de l'homme, à la fois dans le temps et dans l'espace? Alors, déjà au XVIIe siècle, Blaise Pascal, qui ne connaissait pas tout ce que je viens de vous dire, disait déjà le silence éternel des espaces infinis et m'effraie. En 1971, Jacques Monod, prix Nobel de médecine, dans un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle Le hasard et la nécessité, et il conclut de façon désespérante: l'homme est perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Donc tout est hasard, rien n'a de sens. L'univers se soucie comme d'une guide de notre présence ici, et donc nous n'avons aucun rôle à jouer. Et Steven Weinberg, prix Nobel de physique américain, renchérit: plus on comprend l'univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens. Il n'y a aucun sens à notre existence ici. Alors, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je pense au contraire que la cosmologie moderne a réenchanté le monde. Et cela basé sur 2 arguments principaux. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme est poussière d'étoiles. Nous descendons tous les étoiles. Il est interdépendant avec le cosmos, la Terre et toutes les autres espèces vivantes. Nous partageons tous la même géologie cosmique. Et donc, nous sommes reliés au cosmos. Il y a une connexion cosmique entre nous et le cosmos. Et puis l'autre chose scientifique que la science a découverte, c'est que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour l'apparition de la vie et de la conscience. Alors, je vous explique. Là, il y a... Donc ça c'est seulement des pouponniers stellaires, juste pour vous montrer quelques belles images du cosmos. Là où les étoiles naissent, vous voyez, ça ce sont la constellation d'Orion. C'est une pouponnière stellaire ici. Ces nuages s'effondrent pour former de nouvelles étoiles qui émergent. Et ces étoiles, ce sont ces étoiles qui sont responsables de la chimie nucléaire des éléments lourds qui donneront donc naissance à l'homme et la conscience. Et ça, ce sont des étoiles qui émergent. Et puis, vous voyez, ça, ce sont certaines étoiles massives vont exploser. Pas le Soleil, parce que le Soleil va mourir d'une mort douce, mais
des étoiles, disons 10 fois à 100 fois la masse du Soleil vont exploser carrément, et ce qu'on appelle des supernovas. Et c'est l'énergie des supernovas qui va faire tous les autres, tous les éléments plus lourds que le fer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que les étoiles ne peuvent faire de la chimie nucléaire juste pour fer seulement, et puis à partir du pour des éléments plus lourds que le fer, ce sont les supernovas. Alors, oui, je cite souvent Blake aussi, parce que je pense que de temps en temps, vous voyez, l'intuition poétique rejoint les découvertes scientifiques, parce que Blake, c'est un poète du XVIIIe siècle, un poète anglais du XVIIIe siècle, et il dit déjà, au XVIIIe siècle, voit un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. Vous voyez, si vous regardez un grain de sable, vous voyez les atomes de silicium qui sont dans ces grains de sable, et donc toutes les générations d'étoiles qui ont fabriqué ces atomes de silicium. Et donc vous voyez l'univers dans ce grain de sable. Et vous tenez l'infini dans la paume de la main, donc en fait c'est le titre de mon ouvrage sur la science et le bouddhisme avec Mathieu Ricard. Donc, je vous dis quelques mots donc, sur ce principe anthropique, ce réglage extraordinaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, il faut savoir que les propriétés de l'univers sont déterminées par une quinzaine de constantes physiques, comme l'intensité des 4 forces fondamentales, la masse des particules, la vitesse de la lumière, pourquoi elle voyage à 300 000 km par seconde au lieu de 3 mètres par seconde, et puis les conditions initiales. Par exemple, le taux d'expansion initial, la quantité d'énergie noire, la quantité de masse noire, tout l'univers, toutes les propriétés de l'univers sont déterminées par ces constantes physiques et les conditions initiales. Là, on s'est aperçu que si on variait un temps soit peu ces constantes physiques ou ces conditions initiales, les étoiles ne se forment pas, et sans étoiles, il n'y aura pas d'éléments lourds, et sans éléments lourds, il n'y aura pas de vie et de conscience. L'univers sera vide et stérile. Et pour certaines quantités, comme ici, la densité initiale de l'univers, vous voyez, la précision, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 60. En d'autres termes, si vous changez la densité seulement à la 61e décimale, vous maintenez tous les autres chiffres exactement identiques, vous changez un chiffre, la 61e décimale, le dessin de l'univers bascule, les étoiles ne s'en forment pas, sans étoiles, il n'y aura pas de vie, de conscience, l'univers sera vide et stérile. Alors que penser de tout ça? Est-ce que c'est le hasard, la nécessité, pour reprendre les termes de Monod? Le hasard est parfaitement possible. Vous voyez, la science ne peut pas distinguer entre ces deux possibilités. En fait, c'est à chacun de nous de faire son pari. C'est ce que j'appelle mon pari pascalien, parce que c'est comme Pascal, un scientifique que j'admire beaucoup, parce que non seulement il a réfléchi, il a fait d'énormes avancées dans la science, mais aussi il a beaucoup réfléchi sur la question de Dieu. Étant un des pères de la théorie des probabilités, il a dit que si vous pariez sur Dieu, et s'il existe, le gain sera infini. Mais s'il n'existe pas, la perte ne sera que finie. Et donc, c'est pourquoi il parie sur Dieu. Alors, donc, je vais vous parler de mon pari pascalien aussi. Alors, pour moi, pour simplifier, il y a deux choix. Donc, soit vous pensez que tout est hasard, que rien n'a de sens, que notre présence ici par hasard. Ça, c'est parfaitement possible. Mais il faut à ce moment-là adopter l'hypothèse du multivers. Vous voyez? Donc, il y a une infinité d'univers parallèles avec toutes les combinaisons possibles de constantes physiques et de conditions initiales. La vaste majorité de ces univers auront une combinaison perdante et ces univers n'hébergeront ni vie ni conscience. Sauf par hasard, donc, où le nôtre, où la combinaison gagnante est sortie dans le nôtre par hasard, et nous sommes le gros lot en quelque sorte. C'est comme si s'il y a une loterie, vous achetez tous les billets de la loterie, bien sûr, vous trouverez le billet gagnant
parmi ces billets de loterie. Et ça, c'est l'hypothèse de hasard. Il faut un multivers pour expliquer ces réglages précis. Mais s'il n'y a qu'un seul univers, il faut un principe créateur, je pense, qui règle l'univers dès son début. Vous l'avez deviné, je pense, mon pari pascalien, je parie sur la nécessité, pas sur le hasard. Alors, je vais vous dire mes arguments. Alors, d'abord, parce que jusqu'à nouvel ordre, le multivers est non observable, donc non vérifiable, donc non scientifique. Je souscris au rasoir d'Occam, Occam étant un philosophe du XIIIe siècle, qui dit qu'en simplifié, pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? Pourquoi créer une infinité d'univers parallèles, tous vides et séries, juste pour avoir un qui soit pourvu de vie et de conscience? Et puis il y a la beauté de l'univers. Hein. J'espère que nous avons tous vu des magnifiques images de Hubble. Je vous ai montré quelques-unes. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans l'univers. Il suffit d'aller à la baie d'Along, monter sur l'Everest, regarder un coucher de soleil, vous voyez, ou un bouquet de roses pour apprécier cette beauté physique qui nous entoure tout le temps. Alors il y a l'harmonie, les lois ne varient ni dans l'espace. On peut regarder dans différentes directions l'espace et vérifier ces lois, ni dans le temps, parce que je vous ai dit que les télescopes sont les machines à remonter le temps. Et puis il y a une unité extraordinaire de l'univers. Newton a unifié le ciel et la terre, parce qu'Aristote pensait que des lois différentes gouvernaient le ciel et la terre. Newton démontre que c'est la même loi de gravitation universelle qui dicte la chute des plantes dans le verger ou le mouvement des planètes autour du Soleil. Au XIXe siècle, Maxwell et Faraday et Maxwell, avant Faraday et Maxwell, pensaient que l'électricité et le magnétisme étaient des phénomènes complètement différents. Maxwell et Faraday démontrent que c'est une et la même chose. Et Maxwell unifie en plus l'optique parce qu'il démontre que les ondes électromagnétiques se déplacent à la vitesse de la lumière. En fait, c'est la lumière. Donc, il unifie l'optique aussi. Au XXe siècle, Einstein unifie l'espace et le temps, que Newton pensait complètement séparés. Vous voyez, et puis maintenant, on pense que les 4 forces fondamentales que je vous ai décrites tout à l'heure ne faisaient qu'une au tout début de l'univers. Elles sont unifiées en une dans cette fameuse théorie de la gravité quantique qui constitue encore le Graal de la physique moderne. Donc, beauté, harmonie, unité, je parie donc sur un seul univers et donc sur un principe créateur. Alors attention, ce principe créateur, ce n'est pas un Dieu barbu qui s'occupe, qui sort de chaque homme dans sa vie quotidienne. En fait, pour moi, c'est plutôt un principe panthéiste qui se manifeste dans les lois de la nature. En cela, je suis Einstein, qui suit lui-même Spinoza, vous voyez. Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, non en un Dieu concerné par le destin et les actions des hommes. Donc, et je pense que nous avons, malgré notre rapetissement dans le temps et l'espace, nous avons un rôle à jouer, celui de donner un sens à l'univers. Pour moi, l'univers n'a de sens que s'il y a un observateur pour comprendre, pour appréhender sa beauté et son harmonie. Pourquoi créer cette magnifique structure qu'est l'univers s'il n'y a personne pour appréhender cette harmonie? Donc nous donnons un sens à l'univers, jusqu'à nouvel ordre en tout cas, parce que E.T. fera l'affaire aussi. Mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes la seule forme de vie intelligente que nous connaissons dans l'univers. Et donc nous avons un rôle à jouer. Et donc il ne faut pas que nous créions du non-sens en rendant la Terre invivable et en nous auto-détruisant. Donc pour terminer, je citerai seulement une citation et une parole de mon idole scientifique qui dit que la religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l'idée d'un Dieu existant en personne et éviter le dogme et la théologie, couvrant aussi bien le naturel que le spirituel, donc le naturel, mais aussi le spirituel. Elle devra se baser sur un sens religieux, né de l'expérience de toutes les choses, naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble sensé. Merci.
chúng ta vừa nghe một cái bài nói hết sức là cô đọng dễ hiểu về nguồn gốc cũng như sự tiến hóa của vũ trụ cùng những cái cấu trúc của nó, và những cái phác thảo về số phận của vũ trụ cũng như vai trò của con người với vũ trụ. Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn giáo sư Trịnh Song Hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần giao lưu. Trước khi đi vào phần giao lưu thì chúng tôi xin có mấy lưu ý.